l'Argentine, un pays qui vit depuis un peu plus d'un an et demi au rythme de son tonitruant président, Javier Milei. Depuis son élection en 2023, il a tenu parole et attaqué à la tronçonneuse dans les dépenses publiques. À première vue, ça marche, l'inflation et la pauvreté ont reculé. À première vue aussi, le président Milei reste populaire dans son pays, mais que cachent ces indicateurs? Sont-ils pérennes? La méthode Milei à quel prix? Question posée ce matin à mes invités, Maricel Rodriguez Blanco, Florence Pinault de Villechenon et Olivier Ubertalli. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. Une émission perturbée ce matin par un mouvement de grève pour la défense du service public à l'occasion du début de l'examen au Parlement du projet de loi porté par le gouvernement. Reste qu'on a quand même beaucoup de choses à se dire, que c'est parlons-en et que c'est parti. Et bonjour Maricel Rodriguez Blanco. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes sociologue, politiste, maîtresse de conférences en sociologie à l'Institut catholique de Paris. Florence Pinault de Villechenon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure et chercheuse à l'ESCP Business School. Vous dirigez le Centre d'études et de recherche Amérique latine. Merci de participer à cette émission. Olivier Ubertalli, bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, bonjour, reporter au Point. Et vous avez signé il y a quelques mois un numéro spécial du magazine consacré à Javier Milei que vous avez rencontré à Buenos Aires d'ailleurs pour un grand entretien. Vous nous direz dans un instant ce que vous en avez pensé avant de commencer cette discussion. Et je salue aussi Célia Himmelfarb. Bonjour, vous êtes économiste, professeur invité à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, rattaché à l'Université Sorbonne Nouvelle. J'espère que vous m'entendez. Merci beaucoup de participer à cette discussion à distance. Avant donc de commencer cette émission, je voudrais qu'on recommence par ce reportage tourné par nos correspondants en Argentine. Il nous emmène au sein de l'hôpital pédiatrique Garrahan, qui est une référence en Amérique latine, un établissement à la dérive qui fait les frais de la méthode Milei et de ses coupes budgétaires. Son personnel s'est encore mobilisé hier dimanche pour tenter de sauver cet hôpital au bord de la ruine. 200 employés ont déjà démissionné. C'est un reportage signé Mathilde Guillaume et Mathias Mussa. Il est rare de voir vides les couloirs du Garrahan, l'un des plus grands hôpitaux pédiatriques d'Amérique latine. Mais depuis plus d'un mois, ces travailleurs alternent grèves et manifestations pour protester contre le gel de son budget décidé par Javier Milei, alors que l'inflation explose à plus de 130%. Aujourd'hui, la ligne de pauvreté est à 720 €. Et moi, je n'en touche que 540. Impossible donc de satisfaire nos besoins les plus basiques. Alors, il y a déjà eu plus de 200 démissions. C'est une saignée de personnel extrêmement qualifié qui part vers le privé. Alors, plusieurs fois par semaine, des mobilisations ont lieu devant l'hôpital pédiatrique, comme ce dimanche, où des familles de patients sont venues marquer leur soutien avec une caravane de vélos. Le Garrahan reçoit des enfants malades qui viennent de tout le pays. Beaucoup d'entre eux ne pourraient pas accéder à des soins privés. C'est le cas d'Amorina, autiste et atteinte d'un cancer du rein. C'est notre deuxième maison, un foyer, presque la famille. Je ne sais pas ce qu'on ferait avec notre fille sans le Garrahan, où on irait. Je ne peux pas imaginer ce pays sans cet hôpital. C'est pourtant bien la survie de l'hôpital qui est en jeu. Après un mois de mobilisation, le gouvernement continue de se montrer inflexible, refusant toute augmentation de budget. Il joue la carte de l'épuisement. Le personnel ne peut plus vivre dignement. Des services entiers ferment, les gardes sont réduites. On ne va pas pouvoir continuer longtemps comme ça, alors que le Garrahan est un phare, une référence pour la santé publique en Argentine et dans tout le continent. Javier Milei ne cesse de le répéter, il est arrivé au pouvoir pour détruire l'État argentin. Et il est en train de le faire. Au-delà de l'hôpital Garrahan, c'est toute la santé publique, mais aussi l'université, le système de retraite. En fait, l'État-providence, ce qui faisait la spécificité du modèle argentin en Amérique latine, qui est en train d'être démembré. Voilà pour ce reportage. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Dans quel état, Maricel Rodriguez Blanco, se trouvait le service public argentin, la santé, on vient d'en parler, mais aussi l'école ou encore la justice avant l'arrivée de Javier Milei. Et précisément, les choses se sont-elles effectivement dégradées depuis 19 mois qu'il est au pouvoir ?
C'est une très bonne question. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les années en fait, précédant l'arrivée des Milei au pouvoir, la situation s'est dégradée considérablement parce qu'on comme on sait tous, il y avait un pic d'inflation très important donc, qui était annoncé par la plupart des économistes. Mais en revanche, par exemple, le chômage était plutôt relativement bas. Et la situation concernant la pauvreté, si on compare par exemple avec 2019, c'est-à-dire avant la période de plus des crises, en fait, on constate que la pauvreté a quand même augmenté en Argentine. Et donc, pendant la première année du gouvernement de Milei, en tout cas, on constatait une pauvreté qui augmentait à 52%, 53% de la population argentine. Ce qui veut dire que par rapport à, par exemple, en 2019, où la pauvreté est autour de 27% environ, ça suppose quand même une aggravation très importante qui touche particulièrement, comme ça a été dit dans le reportage, les enfants. C'est-à-dire que 2/3 des enfants sont pauvres aujourd'hui en Argentine. C'est une situation qui s'aggrave dans certaines provinces, notamment les provinces du nord du pays, qui sont particulièrement pauvres, qui sont des provinces qui ne reçoivent pas suffisamment des ressources de l'État national. Et puis, c'est une situation aussi qui est particulièrement problématique pour les retraités. En Argentine, il faut savoir que les retraités ont perdu pendant ces 2 dernières années du pouvoir d'achat, en fait, à hauteur de 25%. Ça, c'est la proportion de la population l'une des plus touchées, en fait, par toute une série des mesures de régulation, mais aussi des définanciarisations, en fait, des services publics en général. Comme ça a été dit dans le reportage, ça touche la santé, ça touche également l'éducation. Où aujourd'hui, par exemple, un boursier sur 7 se demande s'ils vont pas, ou 2 boursiers sur 7 s'ils vont pas partir plutôt du pays, où on craint en fait une espèce de fuite des cerveaux, comme on avait connu pendant la période de Menem, en fait, la suite du gouvernement de Menem. Voilà, une situation qui s'est quand même fortement dégradée malgré la stabilité, en fait, au niveau macroéconomique. Je ne veux pas parler parce que je ne suis pas économiste, mais au niveau macroéconomique, donc les chiffres apparemment montrent que l'inflation a baissé. Enfin, ça, c'est une réalité. Mais en revanche, les salaires ont perdu, en fait, énormément de pouvoir, des pouvoirs d'achat. Voilà, Florence Pinault de Villeneuve pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Quand Milei est arrivé au pouvoir à la fin 2023, l'Argentine était exsangue, l'économie argentine. Effectivement, les indicateurs aujourd'hui, en tout cas certains d'entre eux, sont plutôt orientés vers le bas, en tout cas en ce qui concerne l'inflation qui avait atteint un pic à quasiment 200%, je crois. La pauvreté, vous disiez qu'elle avait monté dans les premiers mois, mais elle est redescendue. Est-ce que ces indicateurs... d'abord, premier constat, donc ces indicateurs sont plutôt bons, a priori. Oui, alors effectivement, il y a indicateurs qui sont censés refléter une réalité. Bien sûr, ils parlent pour une réalité et il y a des pans de cette réalité qui sont douloureux, qui font mal quand on aime ou qu'on se sent partie de ce pays. Mais je voudrais revenir un petit peu, comme on a l'habitude de le faire, un peu sur les circonstances de l'avènement de ce tremblement de terre Milei, parce que ça explique aussi les désajustements, les bouleversements. Beaucoup l'ont comparé à un tremblement de terre, c'est-à-dire qu'on est encore dans un appartement ou dans une maison qui a souffert, où vous avez de temps en temps des bouts de plafond qui se décollent, des pans de murs qui se lézardent, c'est pas fini, le vrai tremblement de terre. Donc, quand à cela s'ajoute une personnalité politique disruptive, avec un style tout à fait particulier, radical, brutal, iconoclaste, voire même agressif, qui va appliquer une thérapie de choc, comme il l'a dit. Et de ce point de vue, je crois qu'il faut constater qu'il a maintenu une ligne de cohérence par rapport au programme sur lequel il a été voté, n'est-ce pas ? Il a tenu parole, il a fait ce qu'il avait dit. Il a fait ce qu'il avait dit, effectivement, et c'était axé, il l'avait bien dit, sur la réduction du déficit budgétaire et la dérégulation de l'économie. Donc, de ce point de vue-là, il n'a pas trahi. Et du coup, quand on voit un petit peu ce tableau, alors un gouvernement qui prend la suite de 2 décennies péronistes avec une brève interruption de gouvernement de centre-droit de Mauricio Macri, des gouvernements précédents qui n'ont pas, peu ou prou, fait de autocritique sur leur bilan, zéro autocritique. Donc, de ce point de vue-là, je pense... Et un gouvernement également qui avait perdu le focus avec les attentes de la société, parce qu'à un moment donné, c'est très bien, vous bercez les gens, on est attaché à cette santé publique, à ces beaux hôpitaux. Moi, je suis fille de médecin. L'hôpital des Cliniques, mon père exerçait, c'est l'hôpital-école de l'université de Buenos Aires.
Donc, on est attaché à tout ça, on est attaché à la belle éducation publique qu'il y avait, mais à un moment donné, vous vous dites, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas parce que j'ai des gouvernements qui se sont laissés prendre par un État corporatiste qui a servi les intérêts de syndicats, de partis, etc., et qui a perdu de vue l'intérêt du citoyen, de l'Argentin, du consommateur. Donc, je pense que c'est pas surprenant, et c'est d'ailleurs un signe qui finalement est stimulant d'une certaine vitalité des Argentins. C'est pas surprenant qu'on se retrouve avec des manifestations de telle ampleur, ça pique, c'est l'urticaire, la société réagit, on crie, on le montre. Ça fait partie d'un exercice démocratique, mais ça ne surprend pas, je pense. Je pense que ça ne devrait pas surprendre vu l'ampleur du choc. Programme et du choc. On reviendra bien sûr sur la colère sociale et la forme qu'elle prend. Célia Himmelfarb, donc on le disait, Javier Milei, quand il a pris la tête du pays, il avait promis cette thérapie choc avec cette fameuse tronçonneuse. Je crois quand il vous a reçu d'ailleurs à Buenos Aires, il avait la tronçonneuse sur le bureau. Olivier, vous nous raconterez ça dans un instant. Donc il a tenu parole, et à quoi ça représente quand on dit qu'il tient parole? 35 000 fonctionnaires licenciés, des gels dans les travaux publics, l'abandon de certaines prestations sociales. On évoquait tout à l'heure la réforme des retraites, absence donc d'augmentation de salaire dans l'hôpital, on l'a vu à l'instant avec le reportage de nos correspondantes. Mais effectivement, prévision de croissance de 5% pour cette année. Alors, choc, oui, mais succès à la clé, en tout cas succès sur le court terme? Oui, bonjour. Vous décrivez très bien les contextes Milei, en fait. Mais d'une année à une autre, les choses changent beaucoup. Certes, il a diminué par 10, si vous voulez, l'inflation. D'accord ? On pense que pour l'année, peut-être, elle va être autour de 30% cette année. Il a diminué beaucoup les déficits budgétaires. Ça, c'est... Même il est devenu un excédent budgétaire, chose exceptionnelle dans le monde, si vous voulez. Mais il y a des choses qu'il faut remarquer dans les sens qui sont critiques encore, et ce sont des alertes économiques. Par exemple, le chômage, le premier trimestre 2025 est en train d'augmenter. Et ça, c'est un indicateur négatif, si vous voulez. Aussi, les délais d'octroi des crédits se sont ralentis énormément. Donc, ça pénalise beaucoup les gens pour l'emprunt de crédits immobiliers, etc. Les chèques refusés ont augmenté beaucoup, c'est un indicateur, ça fonctionne encore une économie avec des chèques. Ensuite, les entreprises trouvent des difficultés de financement, trouvent des difficultés aussi de compétitivité, car il a ouvert complètement les importations. Donc ça, c'est un problème, et ils sont endettés aussi, les entreprises. Un phénomène très important à signaler, c'est les soldes de la balance commerciale, qui est devenue négative aussi, parce qu'il y a plus d'importations que des exportations. Et ça, c'est un problème grave pour l'Argentine, si vous voulez, parce qu'avec les soldes de la balance commerciale, on peut financer malheureusement l'endettement, mais on peut financer des activités, la santé, l'éducation, etc., et la protection sociale qui sont dans un état dévasté, si vous voulez. Ensuite, un autre problème, c'est le déficit du solde courant, qu'on appelle, nous, de la balance des paiements. Ça veut dire qu'avec la politique du taux de change, il y a 3,5 milliards de dollars de déficit à cause des nombreux des touristes argentins qui sont partis à l'extérieur. Mais les soldes aussi négatifs, entre autres d'autres services négatifs, atteignent 5,1 milliards de dollars. Et ça, c'est énorme dans un pays effectivement endetté. Les problèmes aussi du départ des problèmes de financement externe et interne du pays. Externe, c'est qu'il a mis un régime d'incentives pour les capitaux internationaux qui doivent arriver. Ces plans Righi ne donnent pas, si vous voulez, les attentes escomptées. Il y a quelques financements qui arrivent pour le lithium, pour les gaz liquéfiés de Vaca Muerta, mais les capitaux ne sont pas arrivés massivement. Même JP Morgan à New York, hier, a signalé qu'il faut faire attention avec les bons argentins parce qu'il y a un risque pays très fort encore. Et un problème assez grave, à mon avis, c'est le blanchiment du capital, soit de l'extérieur, en appelant du capital sans payer des taxes douanières ou des taxes fiscales. Donc aussi, ce qu'il appelle le blanchiment de l'argent des Argentins, qu'apparemment on aurait
300 milliards de dollars sous les matelas. C'est la thésaurisation. Et ça ne marche pas tellement. Mais ces problèmes de blanchiment de l'argent posent un triple problème. D'après les GAFI de l'OCDE, qui est le groupe d'action financière, ça peut servir au blanchiment de l'argent de la drogue, au terrorisme et au trafic d'armes. C'est blanchiment des 300 milliards, hormis bien sûr l'épargne, petite épargne des Argentins. Donc les blanchiments qu'ils appellent posent des problèmes juridiques internationaux et ce n'est pas sûr qu'ils seront d'accord, si vous voulez, de ces systèmes de blanchiment. Donc on voit des aspects qui sont extrêmement négatifs aussi, hormis les aspects positifs dont on évoquait tout à l'heure. Je voudrais qu'on entende vous restez avec nous. Pardon, je vais vous redonner la parole dans un instant, Célia Himmelfarb. Je voudrais qu'on entende Olivier Hubert-Tali, qui est, sauf erreur, le seul autour de cette table qui ait effectivement rencontré Javier Milei à Buenos Aires. D'abord d'un mot sur l'homme, avant de revenir sur la synthèse de tout ce qu'on s'est dit depuis quelques instants. Quelle impression il fait ? Javier Milei, il est tel qu'on le voit à la télévision. Il peut être très énervé, insulter les gens, et tout d'un coup être tranquille. C'est quelqu'un de très cyclotimique. Il peut être à la fois un petit peu affectif. C'est pas quelqu'un de très affectif non plus, très démonstratif, mais et s'énerver. Donc dans ce sens-là, il a une personnalité assez ambivalente. Alors, si on essaie de ramasser, on a donné pas mal de chiffres depuis le début de cette émission, et dans le numéro spécial du Point que vous aviez consacré à Javier Milei, vous aviez tenté précisément de dresser le bilan de cette présidence tonitruante. De ce que je comprends de vos témoignages et de vos synthèses, c'est que les indicateurs macroéconomiques sont plutôt bons, mais ils sont un peu trompeurs. Oui, enfin, il faut bien toujours se mettre dans une perspective historique, je pense, avec l'Argentine. L'Argentine, ça fait 50 ans, si on commence au moment de la dictature argentine, qu'elle a des énormes problèmes économiques. La dictature s'était beaucoup endettée à l'époque. Et donc, c'est un pays qui fait régulièrement faillite, qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève, qui tombe. Avec notamment la crise emblématique de 2001, la dernière très, très importante. Cette fois-ci, on a failli avoir cette même faillite, sauf qu'elle s'est passée de manière un peu différente. Donc, il y a eu des années d'héritage de 4-5 années de péronisme qui sont terminées avec une hyperinflation. L'inflation, c'est le mal argentin, c'est le plus important. On a du mal à le voir peut-être, nous, de notre regard européen, mais quand on a 6-7% d'inflation en France, on voit la tension de la société. Imaginez avec 200% d'inflation en 2013, quand Javier Milei arrive. Donc, il y a d'abord ce côté-là qui est très important. La réalité sociale, je suis allé dans les bidonvilles de Buenos Aires en février dernier, que ce soit la Villa 31, qui est derrière la gare de Retiro, la Villa 21. Évidemment, la réalité, elle est très difficile. Elle impacte. Il y a une différence. 4 Argentins sur 10 qui vivent sous le seuil de pauvreté encore aujourd'hui. Voilà, exactement. Y compris les Argentins qui travaillent. Oui, avec cette petite précision sur la pauvreté, il y a eu beaucoup de débats sur la pauvreté. Il y a quand même des chiffres. Au moment où il assume Milei, elle est à 55%. La pauvreté, aujourd'hui, elle est à peu près à 35%. En gros, il y a 2 millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté. Mais ça, c'est la situation macroéconomique. Quand vous allez dans les quartiers, évidemment, vous voyez des centres de distribution alimentaire, des cantines, des comedors populaires, comme on les appelle là-bas, qui sont pleins, qui ont plein de gens. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez rappelé, il y a un peu plus de chômage. Aujourd'hui aussi, il y a des personnes qui travaillent de services domestiques qui le font moins. Donc la situation, évidemment, elle est très contrastée. Pour prendre un exemple, on a souvent l'impression que l'Argentine, c'est à la fois un pays du premier monde, avec une super agriculture dynamique, et aussi un pays du tiers-monde, puisque dès que vous allez au sud de Buenos Aires ou en province, vous découvrez une extrême pauvreté. Donc oui, la situation aujourd'hui, elle reste très contrastée, difficile, mais c'est ce qu'avait expliqué Javier Milei en disant... On va vivre des moments très difficiles, mais on va s'en sortir. La situation est encore trop tôt. C'est trop tôt aujourd'hui pour savoir si l'Argentine va vraiment s'en sortir, retrouver le chemin de la croissance. On l'a vu, par exemple, il y a des échecs. Les investissements internationaux ne sont pas encore arrivés comme on l'aurait aimé. Il y a Renault aussi, dans son usine de Cordoba, qui se remet à faire des véhicules, qui réinvestit de l'argent. Il y a le lithium, on l'a vu. Mais d'un point de vue énergétique, le pétrole, ça tarde à démarrer. Donc, c'est encore difficile de savoir si ça va basculer vers du mieux
ou du pire. Oui, Florence. Oui, je pense que c'est intéressant ce que mentionnait notre collègue Célia Hilmefalb, c'est-à-dire qu'il y a quelques indicateurs où on se dit, tiens, attention, un chômage qui grignote le 8%, pauvreté, mais vous avez bien dit qu'elle s'était un petit peu réduite là en ce premier semestre. Je pense que tout ça, il faut revenir à l'idée de ce programme inédit, de choc extrêmement fort, extrêmement hardi en quelque sorte, avec un président qui était loin d'avoir non parlons pas de majorité, mais une minorité consistante. Donc, c'est pour ça, je pense que ça expliquerait aussi, à mon avis, certains, je ne veux pas dire retard à l'allumage, mais certaines lignes de son programme qui n'auraient pas encore livré leurs promesses, comme le Rigi. Effectivement, pourquoi ? C'est qu'on a l'échéance électorale maintenant de fin d'année. Au mois d'octobre. Voilà, que sûrement on va y venir. Et je pense que là, ça expliquerait, à mon sens, et je ne suis pas la seule à le penser, un certain, évidemment, le parti présidentiel, le gouvernement, voilà, il est fébrile, on va sûrement aborder tout ça, et du coup, en ce moment, il n'a pas les conditions, il attend de l'après-élection, d'avoir un appui au Congrès qui lui permette d'avancer, je pense, plus vite. Parce que lui, ce qu'il annonce, c'est réduction drastique de l'inflation. Bon, on a déjà vu ce que ça donnait. Je rappelle, vous disiez une inflation de 200 et quelques. Moi, j'ai été en Argentine quand on avait une inflation, vous vous tenez bien, vous êtes assis à 4 chiffres. Le Brésil était dans le même cas. On était à des inflations de 3500. C'était du inflation à mal argentin, disait Olivier Ubertalli. Alors précisément, pour revenir sur ces échéances électorales, elles sont intéressantes. Donc il y a ces élections au mois d'octobre. Pour l'instant, le parti présidentiel n'a pas la majorité au Parlement. Il doit gouverner avec l'autre droite centriste. On l'évoquera dans un instant. Mais il y a eu un premier test il y a quelques semaines qui dit quand même beaucoup. Alors vu d'ici, on parle beaucoup de la contestation dans la rue, qui est une réalité en Argentine. Là encore, on y reviendra. Mais il y a eu des élections partielles locales à Buenos Aires. Et le parti de Javier Milei est arrivé en tête. Alors la participation n'était pas très forte, mais le parti est quand même arrivé dans une ville où a priori il n'était peut-être pas si populaire. Alors qu'est-ce que ça dit ça ? C'est que les Argentins valident la méthode Milei jusqu'ici ? On peut dire plein de choses, mais en fait, voilà, ce qui s'est passé dans la ville de Buenos Aires, c'est très intéressant, justement des clivages qui affectent l'alliance gouvernante, qui est une alliance, rappelons-le, du parti de Milei, en fait, donc la Liberté Avance, mais aussi une fraction en fait du PRO, donc de la proposition républicaine, donc le parti de l'ancien président Mauricio Macri, qui est divisé intérieurement, qui est fragmenté. Cette fragmentation, d'ailleurs, ça se retrouve dans l'électorat même de Milei. Il faut, rappelons-le, une partie de cet électorat qui soutient vraiment et continue de soutenir les politiques de Milei, c'est-à-dire les politiques d'élitement de l'État, des droits qui sont vraiment dans toute la ligne plutôt conservatrice en fait des mesures de Milei et plutôt néolibéral du côté économique. Mais ce n'est pas le cas de la plupart en fait, des votants. En tout cas, il y a une autre partie des votants de Milei, dont une fraction, en tout cas, on avait vu qui s'était un peu... on voyait une certaine désillusion aussi vis-à-vis notamment de la situation économique qui s'améliorait pas pour eux. Et puis cette partie-là, ils sont pas forcément pour Milei idéologiquement, en tout cas. Donc c'est aussi une partie de l'électorat un peu, je dirais, un peu flottant, en fait, auquel Milei doit prêter particulièrement attention. Enfin, je pense qu'il est très sensible, en fait, à son électorat. Il sait bien comment les capter. Mais, et ça, d'ailleurs, ça vaut pour tous les hommes et les femmes politiques en ce moment, en fait. Il faut prêter une attention particulière à un électorat qui n'est plus comme avant, un électorat identitaire, cohérent, homogène, pas du tout. C'est-à-dire, c'est un électorat qui va, là pour les coups, ils sont très intéressés de voir l'évolution, justement, de l'économie argentine. Et si les résultats ne sont pas les résultats escomptés, c'est un électorat qui peut très vite aussi voter contre Milei. Donc ça, c'est quelque chose à voir. Cette élection, à Buenos Aires, elle a quand même permis à Javier Milei de mettre la main et de reléguer un peu aux oubliettes ce centre-droit Mauricio Macri. Elle lui a permis de mettre que c'était lui le vrai leader, entre guillemets, de la droite. Après, on peut y mettre ce qu'on veut en Argentine. Et donc, c'est ça qui est important pour lui, c'est d'arriver avec un capital électoral pour les élections de midterm qui arrivent, parce qu'il a gouverné seulement avec 38 députés. Ça, c'est la réalité. Et puis, qu'est-ce que ça dit aussi, Célia Hilmefalb, de l'opposition aujourd'hui argentine ? Alors, on l'a dit, depuis son arrivée au pouvoir, il y a eu des manifestations.
il n'y a pas eu non plus, mais vous, je le dis sous votre contrôle, d'immenses mouvements, mais un peu comme on l'a vu aux États-Unis d'ailleurs, il n'y a pas eu d'immenses manifestations dans la rue de l'opposition argentine anti-Milei. Alors si oui, si c'est le cas, comment est-ce que vous l'expliquez et qu'est-ce que ça dit peut-être de l'absence de relais politique de cette opposition argentine aujourd'hui ? Il faut décortiquer un petit peu du côté du péronisme. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'il est en miettes, en fait, et qu'il y a un effet très fort de la condamnation de Cristina Kirchner à 6 années de prison à domicile et à une inéligibilité à vie pour occuper des fonctions publiques. Et elle était la chef du parti justicialiste. Donc là, ça provoque déjà un émiettement, mais et un débat si c'est la légalité ou pas, ou la légitimité de cette condamnation. La plupart des Argentins pensent que c'est une condamnation légitime et justifiée, parce qu'elle a, hormis ces procès qui viennent d'être condamnés, 12 chefs d'inculpation encore à traiter. Ensuite, vous avez le secteur du gouverneur de la province de Buenos Aires, Kicillof, qui essaye de recomposer le péronisme, etc. Lui, il vient du trotskisme, il n'est pas du tout d'origine péroniste, mais il était le ministre d'économie de Cristina Kirchner dans les années 2010-2012. Ensuite, vous avez le fils de Cristina Kirchner aussi, qui veut pointer, mais il n'arrive pas parce que son mouvement, la Campora, est complètement discrédité. Et puis vous avez Massa, qui était l'ancien candidat qui malheureux face à Milei, qui aussi essaie de restructurer. Mais une guérilla entre tous les trois, si vous voulez. Ça se passe pas très bien. Et du côté du centre-droite, droite traditionnelle, Mauricio Macri, aussi, ils sont très divisés parce qu'une grande partie des électeurs de Macri et des candidats de Macri sont passés vers la Liberté Avanza de Milei. Donc, il y a une scission forte aussi entre le pro-Milei et le pro-Macri. Donc, Milei peut profiter, si vous voulez, de ces contextes, de ses opposants, de cette division interne, et il peut peut-être gagner les élections de mi-terme. Mais les données que j'ai au niveau économique pour le prochain semestre ne sont pas bonnes pour Milei. Et je suis d'accord que la population argentine peut être erratique dans son vote, de ses votes, et que si économiquement il y a des soucis, on peut peut-être penser qu'ils peuvent peut-être perdre les élections des mi-termes. C'est possible. Pour reprendre le parallèle avec les États-Unis, c'est bien sûr pas un hasard parce qu'on connaît l'admiration du président argentin pour Donald Trump. Donald Trump qui s'est d'ailleurs inspiré de la méthode argentine pour son fameux ministère de l'efficacité gouvernementale, qui d'ailleurs pour le coup aux États-Unis n'a pas vraiment n'a pas vraiment tenu toutes ses promesses. Est-ce que l'opposition argentine, Florence Pinault de Villechenon, était un peu comme aux États-Unis, sonné par la victoire de cet homme un peu sorti de nulle part et de sa méthode et de ses méthodes de tonitruantes? Est-ce qu'il y avait quelque chose, voilà, d'une espèce de la sidération, voilà, c'est le mot que je cherchais, d'une partie de la société civile argentine qui expliquerait qu'il n'y aurait pas eu tant de protestations? Juste pour préciser votre question, vous dites de protestation concernant l'élection de Trump ou l'élection de Milei. Moi, je pense que ce qu'il a réussi à faire, et là j'insiste sur finalement cette ligne de cohérence qui rime avec ce personnage qui est sans filtre. C'est l'idée de faire accepter que le terme ajustement et l'ajustement toujours en Argentine, c'était normalement parmi les politiques un mauvais mot. C'est ce qui va vous faire souffrir, c'est ce qui va vous faire perdre les électeurs. Et bien là finalement, l'ajustement, il est arrivé à faire passer l'idée que l'ajustement est nécessaire et que ça peut mener à un mieux, n'est-ce pas? Et ça, je pense que c'est tout à fait clé. Alors, dans cette évolution, on disait quand même, les Argentins, c'est une société qui quand même est active, s'est protestée, se manifeste. C'est pas non plus un peuple comme tant d'autres, non, aussi d'une docilité absolue. Et je pense qu'aucun dirigeant, il serait bien imprudent de considérer que son électorat est gagné. Ce qui peut se passer maintenant, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il y a tout ce montage autour des coalitions, parce que c'est pour la province de Buenos Aires, c'est là où aussi il y a un point difficile. Ça va être juste avant les élections au niveau national. Et pour la province de Buenos Aires, le parti de Milei, la Libertad Avanza, aura du mal à s'imposer sans
l'appui du parti de Macri. Ça veut dire que tout d'un coup, parce que vous voyez, il y a des hauts et des bas, mais ça change au cours d'une même semaine. Tout d'un coup, M. Macri, là, se retrouve avec quand même, avec ses collaborateurs, peut-être un pouvoir un petit peu de négociation, parce que les listes vont se conformer. Maintenant, ces jours-ci, il y a, je crois, c'est jusqu'au 9 juillet ou 10 juillet pour les remettre. Mais ça veut dire que l'électorat, attention, parce que jusqu'à maintenant, il a considéré prioritaire la maîtrise de l'inflation. Donc, le déficit budgétaire, bon, c'est douloureux, ça proteste dans les couloirs d'hôpital et on le comprend et combien. Les retraités... les retraités qui n'étaient pas initialement les électeurs de non, Milei, du tout. Et souvent des électeurs électeurs initialement qui venaient de quartiers plutôt défavorisés qui ont voté pour Milei. Ces jeunes indépendants, la génération Deliveroo en quelque sorte. Mais en tout cas, je disais, il se peut qu'il y ait maintenant un glissement si la perception va s'installer que globalement le déficit budgétaire, là, il a réussi. Maintenant, les attentes vont se déplacer un petit peu plus sur récupération du pouvoir d'achat et préservation des postes de travail. Olivier Obertalli là-dessus. Non, oui, la question du pouvoir d'achat, elle est essentielle. On voit les retraités manifester un peu plus. Bon, ils ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat, ils ont fait beaucoup d'efforts l'année dernière, 25%. Des efforts subis, on leur a pas vraiment demandé leur... exactement. Cette agitation aujourd'hui, vous l'avez, elle est quand même due au fait qu'il y ait des élections qui arrivent. Le péroniste essaye de retrouver du terrain dans la rue. On a vu des manifestations soutenues à Kirchner, des manifestations de soutien à Christina Kirchner, en dépit en bas de son balcon, en bas de son appartement, malgré sa condamnation, parce que Christina Kirchner reste une figure. C'est un peu la Eva Perón des derniers péronistes. Tous mes amis jeunes argentins, acteurs, comédiens à Buenos Aires soutiennent à fond Christina Kirchner. En dépit de sa condamnation. En dépit de sa condamnation, c'est un complot politique, comme il y en a eu pour Lula. Sauf que là, les choses sont complètement différentes. C'est une famille qui s'est beaucoup enrichie dans la province de Santa Cruz, etc. Mais évidemment, le pouvoir d'achat est essentiel aujourd'hui. À partir du moment où les Argentins sentent qu'ils retrouvent de la capacité à travailler, puisque bon, le phénomène Milei est né quand même pendant le confinement, quand justement beaucoup d'Argentins ne pouvaient pas travailler à cause du confinement. C'est là où ça va se jouer, se sentir qu'on est mieux économiquement. Alors, on parlait des touristes argentins. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de confiance dans le peso argentin, c'est important. On voit que les Argentins sont partis en vacances quand même, au Brésil, en Uruguay, comme avant. Donc, cette partie de la population, elle est contente. Après, ce qui est très important, c'est l'électeur de Milei du bidonville, justement, l'auto-entrepreneur qui a voté Milei, notamment certains descendants de Boliviens, Paraguayens, il y en a beaucoup dans les bidonvilles, qui ont voté pour lui et qui attendent de gagner leur fin de mois et de pouvoir envoyer leurs enfants à l'université, enfin en tout cas à l'école. Et ça, c'est eux. Il faudra voir s'il y a un taux de déception ou pas après 2 ans, ou si finalement ils sont contents, ils estiment qu'il y a eu de la sécurité et de retrouver du pouvoir d'achat. Cette question du pouvoir d'achat, Maricel Rodriguez Blanco, chez ceux qui n'ont pas nécessairement voté Milei en 2023, mais pourraient peut-être le faire à cet automne, est-ce qu'elle est si forte et si importante pour les Argentins, dont on a rappelé les 20 dernières années? Quel balai des sujets, vous l'évoquiez tout à l'heure, de droits humains, très important, un discours antiféministe, le démantèlement de certaines structures sur les droits reproductifs, quand même une politique assumée, vous disiez, conservatrice, voire ultra-conservatrice. Est-ce que ça, du coup, ça passe au deuxième plan, ou est-ce qu'il y a quand même un mouvement de soutien à ces droits-là qui reste important? Alors, il y a un mouvement, certes, qui reste important à ces droits-là, et on l'a vu dans les manifestations. On a vu quand même des manifestations massives, certes, des manifestations comme habituellement en Argentine qui se restreignent, enfin qui se concentrent sur les grandes villes en fait, mais ces manifestations rappelaient un petit peu ce que j'ai étudié pendant 10 ans dans les manifestations de Piqueteros à l'époque, où il y avait vraiment une confluence de luttes à la sortie de 2001, de la crise dont on s'en souvient, économique, financière, politique, et donc il y a eu un petit esprit en fait de retour en arrière dans ces 2001, et du coup on a vu là récemment, il y a 2 semaines, les manifestations de retraités, c'était plus que de retraités, c'était vraiment de retraités, et après une grande partie de la société qui
s'est quand même mobilisé. Et même si on peut dire que c'est vrai, les syndicats, en fait, on attend qu'ils se réorganisent, en fait, et qu'ils jouent leur rôle, et c'est pas encore à l'heure du jour, mais il y a quand même une société civile, en fait, composée essentiellement d'une myriade d'associations diverses et variées qui défendent divers droits, droits sociaux, mais aussi droits pour les femmes. On se souvient de la lutte pour la légalisation de l'IVG qui avait été portée en 2000. Exactement. Oui, c'est une lutte longue qui s'inscrit dans une lutte vraiment très très ancienne en Argentine, un combat très ancien et divers combats portés par des femmes. Et dans cette lutte-là que vous évoquez, en 2020, la légalisation pour l'avortement a été approuvée au Sénat, on se rappelle. Et donc depuis, il y a eu une mobilisation qui s'est amplifiée en fait, de façon assez considérable, et non seulement dans les secteurs, on pourrait dire, des classes moyennes ou aisées, en fait, qui portaient surtout ces drapeaux-là, mais aussi dans des classes populaires. Donc ça, c'est un phénomène relativement nouveau des dernières années. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, Milei, en arrivant au pouvoir, il avait promis, ça c'est une des promesses des campagnes, de détricoter cette loi. Et donc, il est suivi pour cela par une bonne partie de la société, en fait, qui est plutôt pro-vie, qui s'inscrit dans une mouvance anti-avortement. Et la menace est réelle aujourd'hui ? Alors, la menace, c'est-à-dire qu'au niveau de la loi, c'est inscrit dans la loi, donc c'est une loi. Il faudrait avoir, comme le rappelait très bien Florence Pinot, une majorité parlementaire qui n'est pas du tout à l'heure du jour aujourd'hui. Milei n'a pas cette majorité et c'est pas sûr qu'elle l'ait, justement pour les raisons qu'on évoquait. C'est une fragmentation du côté de son alliance avec les pros et avec le radicaux. Bref, pour donc détricoter cette loi, il faudrait passer par le Parlement. Là maintenant, dans une semaine, en fait, le 8 juillet, les facultés déléguées qui avaient été octroyées en fait par le Sénat et le Parlement à Milei pour qu'il puisse décider en fait en situation considérée, jugée comme exceptionnelle, sont finies, en fait, arrivent à leur fin. Donc il va vraiment falloir qu'il construise cette majorité parlementaire s'il veut détricoter les lois. Par ailleurs, il l'a fait à travers des mesures concrètes, c'est-à-dire qu'au niveau des politiques, en fait, il a contribué quand même avec ses politiques à faire en sorte que ce qui est indiqué dans la loi, mais pas seulement cette loi pour l'IVG, mais aussi la loi pour l'éducation sexuelle, s'applique pas dans les écoles. Et donc ça, c'est contesté fortement par des associations féministes, aussi des associations plus largement, en fait, qui croient à ces droits-là, en tout cas à l'amplification des droits dans une démocratie. Un mot, Célia Himmelfarb, des raisons pour lesquelles il reste quand même relativement populaire aujourd'hui. Est-ce que le fait d'avoir réussi à replacer l'Argentine sur la carte avec des déplacements, je crois qu'il est allé dans plus de pays que de provinces argentines depuis qu'il est de retour au pouvoir, Javier Milei, et que ça joue chez son électorat, quitte à faire qu'il y ait un espèce de décalage entre son omniprésence médiatique, y compris à l'étranger, et le rapport de force réel que l'Argentine peut avoir avec ses alliés ou ses voisins? Oui, vous aviez raison, il a voyagé beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. D'ailleurs, il y a une critique très importante parce que beaucoup de voyages à l'extérieur pour avoir des prix avec ses collègues libertariens en Espagne, aux États-Unis, etc., sont financés par les citoyens argentins. Donc, il y a une critique très forte à ce niveau-là. Et deuxième chose, c'est qu'il a une relation avec les gouverneurs de toutes les provinces d'Argentine assez négative, assez difficile parce qu'il a coupé drastiquement avec les financements des travaux publics, etc., des provinces. Au niveau extérieur, il a une auréole assez importante de ce qui est le mouvement de populistes de droite, extrême droite, libertarien en quelque sorte. Donc Trump en premier lieu, Elon Musk, il est très proche d'Elon Musk, et Abascal, si vous voulez, avec Vox en Espagne, Meloni, relation privilégiée qui s'est traduite aussi par des liens économiques, avec Orban, il est allé en Hongrie, avec Netanyahou, où il y a des convergences, je dirais, messianiques d'une part, et d'autre part aussi mise en question de l'état de droit, parce qu'effectivement, les deux coïncident à ce niveau-là. Donc, il est très reconnu, je dirais, entre guillemets, au niveau international, par cette révolution, je dirais, conservatrice et libertarienne, et qui se répand à l'heure actuelle, malheureusement, beaucoup aux États-Unis, qui ont gagné les élections, bien sûr, avec l'arrivée de Trump, deuxième mandat, et en Europe aussi. Ça veut dire qu'il profite d'un contexte international important. Bon, le 1er janvier 2024, il a refusé de faire partie des BRICS.
Il a dit que l'Argentine n'avait rien à faire avec l'Iran, l'Arabie Saoudite et la Chine dans un mouvement de... Et puis même avec le Brésil, les relations de Lula et de Milei sont très négatives. Mais aussi, il a un alignement, il dit pro-occidental, donc proche des États-Unis, négocie directement sur les taxes douanières avec Trump, sans le Mercosur. Et il voudrait signer des accords de libre-échange avec les États-Unis ou avec d'autres pays sans le Mercosur, chose qui n'est pas possible, si vous voulez, parce que justement, le Mercosur restreint tout accord partiel ou par pays, effectivement. Mais vous avez raison, il a un rayonnement international inquiétant et réel. Florence Pinault, vous êtes d'accord, il faut le replacer, Javier Milei, dans cette vague de révolution ultra-conservatrice qui a lieu dans beaucoup de pays. Je rajoute, il veut aussi, et vous l'avez redit quand vous l'aviez rencontré, Olivier, sortir des accords de Paris. Il faut penser ce dirigeant-là avec d'autres, ici notamment... On évoquait Meloni, sa ligne atlantiste singulière en Europe. Oui, alors je pense, effectivement, lui, d'emblée, il ne s'est pas présenté, et il ne se présente pas toujours comme un grand ami du multilatéralisme qui, nous, en Europe, nous est cher. Alors, il a privilégié, on peut le comprendre, un partenariat, enfin, pas une association, parce que ce sont des termes qui ont leur poids en relations internationales, mais un partenariat stratégique avec les États-Unis. On peut le comprendre dans la mesure où l'appui des États-Unis est clé pour l'obtention des facilités qu'il a eues. Ça pourrait avoir joué sa relation avec Trump dans le prêt accordé par le FMI. Je présume aussi, alors je ne l'ai pas rencontré comme notre collègue, mais je présume aussi qu'il y a des sympathies, des accointances, parce qu'on voit des convergences de caractère. Mais bon, cette priorité donnée à l'association stratégique des États-Unis, pourquoi pas. Alors, il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'on souligne beaucoup, il y a des similitudes avec Donald Trump, il y a aussi quand même des différences, parce que Milei est un libre-échangiste, Donald Trump ne l'est pas du tout. Donc, les États-Unis, là, il y a le ministre des Affaires étrangères qui a fait un déplacement tout récemment aux États-Unis, où il a été très bien reçu, où les États-Unis l'ont remercié, le gouvernement états-unien l'a remercié de son appui inconditionnel à la paix par la force. Singulièrement, il a aussi été très bien reçu par le président Macron il y a quelques semaines. Absolument, absolument. Alors, il y a ça, c'est vrai, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il va subir aussi, je pense, il faut voir ce que va négocier l'administration Trump au niveau des droits, parce que vous imaginez déjà... Oui, on est encore dans l'incertitude, il y a une échéance qui arrive. Est-ce que l'Argentine, du coup, verra son amitié privilégiée par des taux plus doux concernant l'acier, l'aluminium? On ne sait pas. Ce que je pense, moi, personnellement, c'est que, il ne faut pas oublier que pour l'Argentine, elle a besoin un retour sur les marchés internationaux, et elle a besoin de repenser un peu, elle a besoin d'une insertion plus dynamique, économiquement parlant, et c'est vrai que cela voudrait que le président, le gouvernement prête attention à d'autres alliances et d'autres partenariats qui sont également nécessaires. D'ailleurs, parmi les promesses non tenues pour l'instant, celle de dollariser l'économie argentine, on n'en a pas parlé. Il ne l'a pas mise en œuvre, sauf erreur de ma part. Et il en reparlera peut-être après les élections. Oui, il a dit clairement, il le disait dans mon interview aussi, où je le relançais sur la dollarisation de l'économie, qui paraissait complètement folle à ce moment-là, parce qu'il faut avoir une monnaie déjà un peu stable pour le faire. Il a dit que ça serait pour 2026 ou 2027, ça prendrait du temps. Évidemment, il ne va pas le faire avant les élections. Il a quand même fait quelque chose d'un peu dangereux politiquement avant les élections. Il a commencé à libéraliser le change et à laisser flotter un peu le peso par rapport au dollar pour voir qu'est-ce que ça pourrait faire. Est-ce que le peso restait fort? Pour l'instant, ça marche à peu près. Le problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup de réserves pour soutenir la monnaie dans la Banque centrale. Donc, il ne va pas se risquer à faire une dollarisation juste avant les élections. D'un mot pour replacer, avant de conclure, Milei, sur le grand portrait, la grande photo de cette vague néoconservatrice partout dans le monde. Vous lui avez posé la question quand vous l'avez rencontré sur ce ça lui évoquait quand, ici en Europe, on le qualifiait de dirigeant d'extrême droite, lui dit que c'est de la paresse intellectuelle. Plus on me voit à droite, plus celui qui parle est à gauche. Oui, tout à fait. Et lui, il prend toujours par rapport à son propre camp. Ce qui est vrai, c'est qu'on peut dire que utiliser le mot extrême droite pour Javier Milei, ça paraît un peu déformé par rapport à la conception qu'on a de l'extrême droite, notamment sur les thèmes de l'immigration. Il a
aucun sujet sur l'immigration, Milei, aujourd'hui. Ça commence peut-être dans certains... Je vois tiquer oui, il y a certains de ses Ouais. appuis et sa frange plus réactionnaire qui commence à l'évoquer. Mais ça serait une erreur pour lui, parce que justement, c'est ce que je disais, il y a beaucoup de personnes d'origine paraguayenne, bolivienne. Enfin, parfois, ça n'empêche pas. Oui, mais il n'a pas prévu d'expulser des gens, de refuser. L'Argentine reste une terre d'accueil très importante aujourd'hui. On donne facilement des papiers aux étrangers. On a besoin de main-d'œuvre. Et donc, pour l'instant, il n'est pas encore beaucoup sur ces thèmes. D'extrême droite, enfin, pour conclure. Avant ça, je dirais, c'est s'inscrit dans une ligne vraiment historique, mais très très ancienne en Argentine, qui date du début du XXe siècle, des personnalismes de la politique. C'est ça qu'il faut avant tout marquer. Bon, maintenant avec des traits autoritaires, ce qui a permis à certaines de les qualifier en effet d'extrême droite. Mais ça, il s'inscrit dans une histoire politique argentine. Il s'inscrit aussi dans une histoire qui vient qui n'est pas née avec le péronisme. Il faut le rappeler, n'est pas née dans les années 40, mais bien avant avec les radicaux. Donc depuis le début du XXe siècle, il y a des figures très fortes, des sauveurs. Messianiques qui viennent apporter des solutions drastiques à la réalité argentine. Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion, à revoir en replay, réécouter en podcast la méthode Milei, mais à quel prix? Merci encore, on se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info. À tout à l'heure.